Qu'est-ce qui fait que certains romans vont devenir des best-sellers et d'autres pas? Est-ce que c'est juste une question de chance? Est-ce qu'il faut juste publier le bon roman au bon moment et espérer que ça prenne? Je vois des chiffres énormes. C'est arrivé la nuit de Marc Lévy, 200 000 exemplaires vendus. La vie est un roman de Guillaume Musso, 400 000 exemplaires. L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, 500 000 exemplaires. Mais est-ce que le succès de ces gens, c'est vraiment uniquement de la chance? Et s'il y avait quelque chose que les auteurs de best-sellers font et que les autres ne font pas? Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un bouquin écrit par 2 chercheurs et ils disent qu'ils ont créé un algorithme pour prédire si un roman sera un best-seller. Bon, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Quand j'entends algorithme, moi, j'entends surtout des gens qui ne comprennent rien à la littérature et qui veulent réduire tout ça à des statistiques et à des chiffres. Pour moi, un roman, c'est l'opposé d'un calcul. Et j'ai du mal à croire qu'un genre de programme puisse comprendre ça. Sauf que d'après les auteurs, là, leur algorithme, il a un taux de réussite de 80%. Ça veut dire que quand on lui fait lire un livre, dans 8 cas sur 10, il est capable de dire si ce roman a été un best-seller ou non. Et je sais pas vous, mais moi je crois que je serais incapable de refaire ça. D'ailleurs, si le succès d'un livre est dû au hasard, alors l'algorithme il devrait trouver 5 fois sur 10, pas 8. Bref, il y avait quelque chose qui m'intriguait là-dedans, et je voulais en savoir plus. Ok, aujourd'hui, je vais apprendre comment écrire un best-seller. En gros, le principe du livre, c'est de dire qu'il y a des critères qui vont favoriser ou défavoriser le succès d'un livre, et ça, c'est indépendant de la qualité littéraire vraiment du livre. Par exemple, si vous écrivez une romance entre extraterrestres, on est d'accord que vous êtes susceptible de faire moins de ventes que si vous écrivez un polar grand public, tout simplement parce que le polar grand public va potentiellement plaire à plus de monde. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs que ça, mais pour les trouver, il faudrait lire une grande quantité de livres et être capable de les comparer, et rapidement. Même si je prends beaucoup de notes dans mes lectures, j'aurais du mal à vraiment dire ce qui fait un best-seller quasiment à coup sûr. Donc l'idée, c'est d'entraîner un ordinateur à lire et à comprendre ce qu'il lit. Parce qu'un ordinateur, on peut lui faire lire de grandes quantités, on peut lui faire analyser des critères, et du coup, il va pouvoir nous aider à ressortir les critères qui sont pertinents. Bon, le principe, il me paraît logique, mais par contre, je me suis demandé, est-ce qu'un algorithme peut vraiment comprendre un texte? Quand on écrit, nous, en tant qu'humains, on comprend le contexte, on comprend la connotation, le sous-texte, mais est-ce qu'un algorithme, il peut comprendre toutes ces petites subtilités? En juillet 2013, il y a un livre qui est sorti qui s'appelait A Cuckoo's Calling de Robert Galbraith. Sauf qu'il y a un gars, qui s'appelait Patrick Julois, qui faisait de la stylométrie. Donc en gros, il analysait plein de petits critères, genre le ratio entre les virgules et les points, entre les verbes et les adverbes, la fréquence des mots, les groupes de mots qui revenaient le plus souvent, enfin que des trucs comme ça. Et il s'est rendu compte que le style de Robert Galbraith ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celui de J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. C'était pas une preuve suffisante pour dire que c'était les mêmes évidemment, mais Rowling a vite avoué que c'était bien elle, Robert Galbraith. Du coup, quand je lis ça, moi je me dis, mais en fait c'est chaud. Ça veut dire que l'algorithme est capable de voir des trucs que nous, on ne voit pas. Donc je me dis, un point pour l'algorithme, mais par contre, on est bien d'accord, moi je vais pas me mettre à écrire en comptant les virgules et les points dans mes textes. Donc il me faudrait des critères vraiment pertinents sur lesquels je puisse, moi, influer pendant que j'écris. Et ça, les auteurs, ils y ont pensé parce qu'ils ont dégagé justement ces critères-là. Donc par exemple, ils ont remarqué que dans les best-sellers, le verbe le plus souvent utilisé, c'était need, donc avoir besoin de. Alors que dans les non-best-sellers, c'était plutôt des verbes du genre wish, donc souhaiter. C'est quoi la différence? Dans le premier cas, le personnage veut quelque chose et on sous-entend qu'il va agir pour l'obtenir. Dans le second cas, c'est sous-entendu qu'il attend plutôt que ça lui tombe dessus, donc il espère que ça arrivera mais il fait rien, quoi. En écriture, ça s'appelle un sujet actant. En gros, c'est le fait d'avoir une attitude active, d'être acteur de son histoire et non pas spectateur. Bon, c'est un truc que je savais déjà, les lecteurs ont tendance à aimer plus les personnages actifs, mais là c'est confirmé par l'algorithme. À ce stade, j'ai bien avancé dans le livre, mais je me pose une question. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument écrire un best-seller? Je cherche sur Google et je vois qu'il y a des tas d'articles qui disent qu'ils vont vous apprendre à écrire un best-seller. La plupart du temps, c'est des articles qui vont pas très loin, qui donnent des conseils de base que tout le monde connaît. Mais le fait qu'il y en ait autant, ça montre qu'il y a une vraie demande. Pourquoi? Moi, je crois qu'il y a 2 grandes raisons. D'abord, c'est pour la reconnaissance. Parce que c'est vrai que si votre roman devient un best-seller, ça veut dire qu'il a plu à beaucoup de gens, et indirectement, c'est que ces gens, ils ont vu de la qualité. Et la reconnaissance, c'est quand même important, parce qu'être écrivain, c'est travailler longtemps tout seul, dans l'ombre, sans personne pour nous dire que ce qu'on fait est bien. Et la deuxième raison, c'est peut-être que c'est devenu un passage obligé en écriture pour vivre de sa plume.
Alors je sais que c'est pas l'objectif de tout le monde, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui rêvent de pouvoir quitter leur job et ne faire qu'écrire toute la journée, du matin au soir. Vivre de sa passion, c'est quand même le rêve. Sauf que les auteurs qui vivent de leur plume en France, par exemple, ils sont genre super rares. Et ceux qui y arrivent, ils enchaînent les best-sellers. C'est les noms que tout le monde connaît déjà. Guillaume Musso, 1,5 million d'exemplaires vendus en 2020. Virginie Grimaldi, 800 000. Pareil pour Michel Bussy. Marc Lévy, Franck Tillier, Joël Dicker. Ils vivent de leur plume, mais ils font des ventes astronomiques. À côté de ces monstres-là, il y a des milliers d'autres auteurs et autrices qui galèrent à mort. Aujourd'hui, les maisons d'édition, elles préfèrent 1000 fois publier le nouveau roman de Guillaume Musso ou de Joël Dicker que publier un nouvel auteur ou une nouvelle autrice inconnue. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà c'est 1000 fois moins risqué pour eux, ils ont beaucoup moins de chances de se planter parce qu'ils ont des lecteurs assurés, et puis aussi parce que c'est 1000 fois plus rentable. Donc ça fait que le monde de l'édition, pour les auteurs encore inconnus, c'est un monde fermé. C'est comme un genre de fête. Si t'es pas invité, tu peux pas rentrer. Et écrire un best-seller, c'est genre la porte de derrière. Si tu la trouves, tu peux rentrer. Du coup, je continue de lire, et là j'apprends que les auteurs, ils ont réussi carrément à faire comprendre les sujets abordés dans un roman à leur algorithme. En gros, ils vont lui faire analyser les mots qui reviennent dans un champ lexical et les mots qui les entourent pour le contexte. Bon, c'est ultra résumé, mais ça permet à l'algorithme de comprendre de quoi on parle. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même une grosse différence entre les best-sellers et les romans qui s'étaient moins bien vendus. C'est que les best-sellers, ils ont tendance à se limiter à 3-4 sujets environ. Alors que les autres, ils en abordent beaucoup plus, ils ont tendance à s'éparpiller, à partir dans tous les sens. Mais surtout, ils ont trouvé qu'il y avait un sujet qui revenait souvent dans les best-sellers, c'était presque un signe de best-seller, le human closeness, donc en gros la proximité humaine. Et eux, ils décrivent ça comme ça. Moments of shared intimacy, shared chemistry and shared bonds. Bon, je vous avoue que quand j'ai lu ça, j'étais super frustré. Parce que c'est d'après eux le sujet qui revient le plus dans les best-sellers et je comprenais pas ce que c'était. Ça restait vague. C'est quoi l'alchimie? C'est la romance? C'est l'amitié? Le dialogue? Enfin, j'ai l'impression que même eux savent pas ce qu'ils veulent dire en fait. Qu'ils tournent autour du pot pour pas avouer qu'ils n'arrivent pas à définir le terme. Là, clairement, j'avais envie d'arrêter de lire. J'avais l'impression qu'on se foutait de moi. Mais bon, je décide d'aller voir s'ils n'ont pas expliqué quand même un peu plus que ça dans une interview ou quelque chose, ce que c'est que le human closeness. Alors je fais une recherche spécifique Google et bingo, ils en ont parlé. En gros, le fameux sujet, c'est, vous voyez, quand il vient de se passer un truc énorme dans un roman, et là, vous avez les personnages qui discutent entre eux, comme pour essayer de faire le point sur ce qui vient de se passer. Et c'est ça. La fameuse scène dans Jurassic Park, par exemple, où ils sont dans la voiture perchés dans un arbre, c'est de la proximité humaine. Et là, j'en reviens pas. Ça veut dire que l'algorithme ne dit pas que des choses qu'on savait déjà. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi, j'étais persuadé qu'un best-seller, c'était surtout un rythme effréné, toujours quelque chose qui se passe, toujours dans la surenchère pour pas qu'on se rende compte qu'on s'ennuie, quoi. Mais là, l'algorithme nous dit que non. Les gens veulent en majorité des scènes où il y a des humains qui parlent. Mais c'est pas fini parce qu'il y a quelque chose d'encore plus ouf, parce qu'ils ont carrément analysé les thèmes, enfin les sujets qui fonctionnaient le mieux et les sujets qui fonctionnaient le moins bien. Et là, dans ceux qui fonctionnent, il y a genre le mariage, ok, la mort, ok, la technologie, ok, puis les impôts, le travail, bon. Mais surtout, c'est les sujets qui marchent pas qui m'ont étonné. Parce que dans ceux qui marchent pas, il y a la drogue, le rock et le sexe. Moi, et je crois que je suis pas le seul, j'étais persuadé que le cul, ça faisait vendre. Après tout, 50 nuances degrés a eu un méga succès. Je veux dire, en termes de best-seller, ça se pose là, 125 millions d'exemplaires vendus quand même. Et justement, les auteurs s'intéressent de près au cas 50 nuances pour expliquer pourquoi c'est pas le cul qui l'a transformé en best-seller. Déjà, il faut savoir que la plupart des romans érotiques, ils font des bides, sauf que vous n'en avez jamais entendu parler. D'après eux, ce qui a marché avec 50 nuances, c'est le beat. Et j'insiste, le beat. Ok, c'est quoi ça? En gros, dans une scène, on peut essayer de mesurer la réponse émotionnelle des lecteurs. Grosse scène intense, forte réponse émotionnelle. Scène où le perso est au fond du trou, faible réponse. Et on peut tracer une sorte de graphique. Chaque histoire va avoir un graphique différent et on peut s'amuser à les classer en fonction de leur forme. Mais ce qui est important, c'est pas la forme, c'est l'écart entre deux boss. En gros, le temps qu'il faut pour avoir une nouvelle réponse émotionnelle forte. Et 50 nuances, c'est genre le graphique parfait. L'écart est super régulier, donc ça veut dire que toutes les X pages, on a une grosse scène qui nous donne envie de rester. Et il y a d'autres livres qui ont aussi un graphique parfait. Par exemple celui-là. Et celui-là, c'est le graphique du Da Vinci Code, 80 millions d'exemplaires vendus.
Ok, j'ai terminé le livre, j'ai bien fait. Je suis surpris en bien. C'est pas un livre recette qui nous dit faites ci, faites ça. C'est juste un livre qui nous présente les critères qui favorisent et défavorisent le succès. Et c'est à nous de choisir là-dedans ce qu'on va décider de faire ou de pas faire, ce qu'on va intégrer dans notre écriture ou non. Et ça se limite à ça. Et là, en refermant le livre, je me pose une question toute bête. Pourquoi moi, je veux savoir comment on écrit un best-seller? En ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau roman. Mais en vrai, j'en ai déjà un de prêt. Il attend dans un dossier de mon ordinateur, il prend la poussière. Cold Blood qui s'appelle. Je voudrais bien l'auto-éditer, mais depuis des mois, je repousse la sortie. Je me dis que j'ai pas le temps. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. J'essaye de vivre de mes services aux auteurs, je dois écrire des nouvelles vidéos, préparer des nouveaux posts Insta, tourner des nouveaux Reels, répondre aux commentaires, répondre aux emails, avancer sur mes bêta-lectures, bosser sur la prochaine formation, enfin ça n'arrête pas quoi. Mais la vraie raison, je crois que c'est pas ça. La vraie raison, si je suis honnête, c'est que je sais très bien que mon roman ne fait pas partie de la catégorie qui se vend bien. Et je pense même qu'aucune maison d'édition n'aura envie de le publier. Tout simplement parce que Cold Blood, c'est un western. En 2019, il y a une journaliste qui m'avait interviewé pour un journal local et elle m'a demandé pourquoi j'écrivais. Et j'ai répondu, j'écris le livre que j'aurais voulu lire. Et c'est vrai, ces derniers temps, j'ai lu des westerns récents et j'ai adoré. J'adore la sensation de liberté. Alors j'ai écrit Cold Blood, l'histoire de deux frères qui se détestent et qui doivent s'entendre pour protéger le ranch familial d'une bande de voleurs. Parce que c'est le genre d'histoire que j'ai envie de lire. J'ai tout fait pour le rendre original, pour proposer quelque chose de nouveau, mais je sais très bien que quand il sortira, il y a plein de gens qui vont se bloquer et qui vont pas dépasser leurs a priori. Ils vont entendre western, ils vont penser cow-boy et indien, vieux film, John Wayne peut-être, et ils vont passer leur chemin. Moi, mes goûts ils sont là. Et ceux des autres, ils sont plutôt par là. Donc si j'écris un livre uniquement pour moi, il y a plein de gens qui seront tout simplement pas intéressés. J'avoue que j'ai tellement peur que j'ai même pas osé le classer western. Je l'ai mis en roman historique. Alors, depuis des mois, je repousse la sortie. Parce que j'ai un peu peur de bider, j'avoue. Je l'ai écrit pour moi, vraiment, mais je me rends compte maintenant que l'avis des autres est plus important pour moi que ce que je croyais à la base. Si je bide, je serais quand même un peu déçu. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est mal de vouloir que son livre réussisse? Est-ce que je suis pas un bon auteur parce que j'ai envie que mon livre soit lu? En publiant cette vidéo, je savais très bien que j'allais recevoir des commentaires qui me disent que je dois écrire pour moi, que je dois pas faire attention aux autres. Mais c'est facile à dire ça quand on a les goûts de la majorité ou quand on s'en fout tout simplement de vivre un jour de sa plume. Et j'ai remarqué que dans le milieu de l'écriture, il y a genre une règle qui dit qu'on n'a pas le droit de vouloir le succès. En gros, il faut écrire pour soi et uniquement pour soi et pas penser à quoi que ce soit d'autre, parce que sinon on est forcément quelqu'un de cynique, d'intéressé. On est forcément un auteur qui écrit pour l'argent, qui ne respecte pas l'art. Et en même temps, tout le monde semble intéressé par le succès. Tout le monde a envie de savoir comment écrire un best-seller. La preuve, vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc on vit dans une sorte de paradoxe où tout le monde a envie d'écrire un best-seller, mais personne n'a le droit de le dire. Et ceux qui s'en foutent d'écrire un best-seller, c'est comme s'ils avaient envie de le dire, presque comme s'ils voulaient nous montrer qu'ils valaient mieux que nous. Et que si on voulait ne serait-ce qu'un peu de succès, on était forcément des mauvaises personnes en fait. On a l'impression que vouloir plaire, c'est forcément se trahir. Alors qu'en vrai, c'est pas obligé. On peut très bien écrire ce qu'on aime, mais en allant vers ce qui plaît le plus, parmi toutes les options qu'on a. On peut très bien avoir plusieurs idées et choisir celle qui a le potentiel de plaire au plus de monde. Même si parfois, il faut accepter de prendre quelques risques.